Bonjour à toutes et à tous, je suis contente d'être avec vous et merci de me recevoir, merci à la Fabrique des Coloniales de m'avoir invité, merci à la médiathèque de nous recevoir dans ce jeu des cadres et puis merci à vous d'être venus ici nombreuses et nombreux, ça me fait plaisir. Alors je tiens à dire tout de suite, on va mettre ça bien carré, je vais vous parler franchement, j'ai quelqu'un qui parle cash, c'est pas moi qui ai choisi le titre. Ça m'a fait beaucoup rire et après je me suis dit mais en fait pourquoi tu ris? En tant que sociologue, qu'est-ce qui te fait rire en fait? Et ça, c'est quelque chose qui a un peu alimenté ma réflexion aujourd'hui, je vais le partager avec vous. Alors, dans la présentation très sympa et très bien faite qui vient d'être présentée pour moi, enfin faite de moi, il est dit que je travaille depuis longtemps, c'est vrai, je travaille depuis très longtemps sur la question des masculinités et du genre. Ça fait déjà, je sais pas, 16 ans ou quelque chose comme ça. J'ai beaucoup travaillé dans le groupe Genre et Société dans la Caraïbe, je le disais tout à l'heure, on a fait pas mal de travaux sur les familles antillaises, mais on a beaucoup travaillé aussi sur la question de la violence. À côté de ça, j'ai travaillé sur les précarités et ça m'a donné une façon de voir les choses qui est un peu particulière et je vais l'expliquer au fur et à mesure. Et finalement, j'ai consacré une bonne partie de mon travail et de ma vie à l'étude des masculinités antillaises, tout simplement parce que je suis une chercheuse martiniquaise, je suis ce qu'on appelle une chercheuse insider. Je suis quelqu'un qui est né en Martinique, qui est socialisé en Martinique et qui travaille sur son territoire. Et ça pose un certain nombre de défis méthodologiques, mais aussi de défis académiques. Mais ça montre surtout que je suis sensibilisée à une certaine conscience collective autour des masculinités, une certaine façon de parler des hommes sur les territoires martiniquais qui m'a toujours alertée. Et moi, j'habitais en commune, donc j'ai pris le taxi collectif, j'étais scolarisée à Fort-de-France, j'habitais en commune, j'ai pris le taxi collectif toute ma vie, le bus toute ma vie, et c'est des lieux extraordinaires pour entendre ce qu'on peut dire sur les hommes. Et je pense que cette socialisation-là, eh bien, en fait, elle m'a amenée à me poser des questions, parce que j'entendais parler des hommes martyrs. Alors, il y avait une grande catégorie, l'homme antillais. Jusqu'à présent, j'entends ça, l'homme antillais. L'homme antillais, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que l'homme antillais? Je me suis toujours demandé, mais c'était quoi? En même temps, j'entendais les gens dire, oui, l'homme antillais, il est pas sérieux, il est infidèle, il est volage, il est irresponsable. Très souvent, il est irresponsable. Et en même temps, je voyais bien que le mariage était valorisé. Je sentais bien que se marier, c'était plutôt bien vu, que c'était plutôt encouragé. Et je me disais, en tout cas, dans les éducations qui sont transmises. Je ne dis pas que dans les faits c'est le cas, parce qu'en réalité c'est pas forcément le cas, mais j'entendais ça et je me disais mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'on voudrait se marier finalement si j'arrête pas d'entendre dire que ça va pas. Et c'était une grande question pour moi qui m'a tellement travaillé que j'ai fait des choses sur cette question, j'ai écrit des articles, etc., mais j'ai fait une thèse entièrement consacrée à la question qui fait 699 pages et je pense que j'ai pas dit tout ce que j'avais à dire. Donc c'est que vraiment c'était un sujet qui était important. Alors aujourd'hui je suis invitée à parler de façon décoloniale. La pensée décoloniale, il faut bien comprendre, et je trouve que c'est important de le dire, je ne vais pas le développer ici, mais il faut comprendre que c'est un cadre heuristique qui est très précis et qui est très particulier. Vous le savez peut-être, c'est une pensée qui est développée dans l'Amérique du Sud par des auteurs qui ont une idée que je trouve tout à fait intéressante, c'est qu'ils disent qu'il faut produire et reconstruire le savoir à partir de ce qui a été considéré dans le monde de la recherche qui est essentiellement dominé par les canons méthodologiques et académiques de l'Occident, c'est comme ça qu'ils disent, il faut reconstruire le savoir et la recherche à partir de ce qu'on a considéré comme des périphéries. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se dire que la science européenne a fait un travail qu'on ne va pas forcément, qu'on ne critique pas particulièrement, enfin, on critique, mais on ne remet pas en cause sa validité, mais ce n'est pas la seule façon de faire de la science, ce n'est pas la seule façon de comprendre les choses. Il y a d'autres façons de voir les choses. Et le cadre théorique décolonial, c'est ce qu'il essaie de faire en mettant, essayant de mettre au cœur de la recherche la vision, l'expérience du monde de populations qui ont été subalternisées. Elles ont été subalternisées par plein de moyens, mais l'un des moyens, je vous en parle rapidement parce que ça fait écho à quelque chose sur les masculinités, l'un des moyens principaux, c'est ce qu'on appelle l'oblitération, c'est le processus d'oblitération. L'oblitération, c'est soit empêcher à des populations d'accéder au savoir ou à l'éducation,
Par exemple, c'est la situation de l'esclave qui ne peut pas être instruit parce que le propriétaire ou le colon le refuse, ou des femmes qui n'ont pas accédé à l'université, à l'école, ou parfois ça existe encore maintenant. C'est une forme d'oblitération. Et l'autre forme d'oblitération, c'est de se dire que certaines élites vont décider de la vision universelle du savoir dans le monde et imposer la seule validité de leur propre rationalité. Donc ça, c'est la démarche décoloniale consiste à remettre ça en cause, et c'est donc une démarche qui est, à mon avis, toujours en cours, qui n'est pas non plus complètement adaptée à nos territoires, parce qu'on est sur une situation politique qui est différente de celle des pays, des auteurs qui ont construit ces méthodes. Donc je pense que c'est des choses sur lesquelles on doit discuter. Mais par contre, ce qui est très intéressant dans la pensée décoloniale, c'est la remise en question de l'universalisme auquel nous sommes habitués et la pensée en termes de pluriversalisme. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'une des premières façons de penser les masculinités de manière décoloniale, c'est de se dire qu'il n'y a pas un seul homme. L'homme antillais, c'est une catégorie essentialiste qui fait sens quand on l'a dit. Tout le monde pense à quelque chose, et je vais revenir sur ça tout à l'heure quand on prononce ça, mais en fait, ça ne veut rien dire. Penser de manière décoloniale, c'est se dire il y a plusieurs sens aux choses. Il y a donc, et ça c'est le prérequis de notre réflexion aujourd'hui, il y a autant de masculinité qu'il n'y a d'hommes en vie. Chacun interprète sa façon d'être un homme à sa manière, avec son histoire, son vécu et ses capitaux physiques, intellectuels, sociaux, ce qu'il peut valoriser ou ce qui le dévalorise. Donc, il faut, d'une certaine façon, essayer de renoncer à des représentations essentialistes. Alors, travailler aussi sur la question, travailler de façon décoloniale sur cette question, ça suppose aussi quelque chose qui me paraît très important, c'est qu'il faut se méfier de soi. Il faut se méfier de ce que l'on pense. Il faut se méfier de ce que l'on appelle la colonialité du genre, qui est intériorisée, c'est-à-dire la façon de voir ce que c'est qu'un homme ou une femme, ou ce que n'est pas un homme ou une femme, la manière dont on l'a intégré, il faut la remettre aussi en question. Et ça demande un travail qui est... c'est un travail qui est très ardu, en particulier, c'est ardu pour nous en tant que citoyens, c'est très ardu en tant que chercheur insider, parce que il faut dire les choses comme elles sont. Un chercheur insider, une chercheuse insider dans l'Académie française, c'est pas super bien vu. Ça expose à beaucoup de difficultés, qui sont des difficultés en termes de carrière. Ça expose à aussi un certain nombre de critiques et d'ailleurs de critiques qui sont ancrées dans la colonialité du savoir, c'est-à-dire de critiques ancrées sur la distanciation, enfin la difficulté du chercheur à se distancier de son terrain, la remise en cause parfois des postulats qu'il utilise, le questionnement de son rapport à l'implicite, enfin il y a plein de choses comme ça qui font que c'est un travail qui n'est pas facile. Ça a un coût monumental en termes de vie personnelle et en termes de carrière. Alors est-ce qu'il faut le faire ? Quel que soit le coût, ma position, c'est oui. Il faut le faire quoi qu'il arrive et quel que soit ce que ça coûte, parce qu'il faut faire avancer la recherche dans nos sociétés sur ces sujets, mais sur d'autres, de l'intérieur. Donc pour moi, c'est important et c'est ma politique. Alors par contre, ce que je trouve qu'il faut faire, et je vous le disais tout à l'heure, il faut se remettre en cause sur ce qu'on pense. Je vous donne un exemple. Une amie me raconte qu'elle a discuté avec une fonctionnaire métropolitaine de passage, une amie antillaise socialisée ici, et que donc elle discute de la famille. Et la fonctionnaire lui demande, alors je précise qu'elle est de passage pour expliquer un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément comprises, etc. Elle lui demande, bah oui, mais alors ta famille, est-ce que tu as des frères et sœurs et tout ? Et elle dit, bah oui, j'ai des demi-frères et sœurs parce que mon père, il a eu 4 enfants. Avant le mariage et avec 4 femmes. Donc j'ai 4 demi-sœurs avec des fratries composites en fait. Et là, elle me dit que la dame, elle lui répond « Ah bah dis donc, c'est un vrai antillais. Hein. » Et moi je me suis dit « Ok, qu'est-ce que ça veut dire c'est un vrai antillais ?» C'est important. Mais ce qui est important et ce qui à mon avis est significatif, c'est que ça veut dire aussi quelque chose pour nous. C'est une catégorie que l'on entend à l'extérieur, mais nous, ça veut dire quelque chose. Ce que j'ai entendu et ce que je vais reprendre avec vous à ma manière aujourd'hui, ce sont les différents stéréotypes qui sont associés à cet homme antillais qui n'existe pas vraiment tel qu'on le décrit, et comment on peut y réfléchir. La première chose que j'ai souvent entendue et sur quoi je me suis penchée très longuement, c'est la question de l'homme antillais ou est irresponsable. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ?
Irresponsable, ça veut dire quoi? Je rappelle, parce qu'on oublie très souvent, que la responsabilité, c'est littéralement la capacité à répondre, point. C'est tout. Le sens qu'on y met derrière, le sens valorisant qu'on y met derrière, c'est une représentation supplémentaire. Le sens initial, c'est être capable de répondre. Répondre, ça veut dire quoi? On répond de différentes manières. On répond... Est-ce que ça va? Oui. On répond de 3 façons différentes. Et il y en a une 4e que je dirais à la fin. Je pense que j'aurai le temps d'en parler dans la conclusion. Quand on répond à quelque chose ou à quelqu'un, on répond de soi. On parle en tant que soi. On est une personne, on dit « je pense telle chose, je suis telle chose ». On répond à quelqu'un. On répond à un besoin qu'une personne a exprimé. On entend ce qu'elle a à dire, on essaie de satisfaire ce besoin. Et puis on répond devant. On répond devant la loi, on répond devant la famille, si elle a autorité sur vous, on répond devant le juge, on répond devant la police, on répond devant l'enseignant. C'est-à-dire qu'on répond de ce qu'on a fait parce qu'on va avoir une sanction. Eh bien, dans mes travaux, ce que j'ai observé, c'est que les socialisations sexuées sur nos territoires, et ce n'est pas propre à nos territoires, mais c'est quand même particulier pour différentes raisons que je pourrais expliquer une autre fois, eh bien, c'est que les hommes et les femmes, si on reste sur cette dichotomie, ok, les hommes et les femmes ne répondent pas de la même manière, en fait. Les hommes, souvent, que j'ai rencontrés, quand j'ai écouté ce qu'ils me disaient, je me rends compte que leur façon de répondre, c'est répondre d'abord d'eux-mêmes. C'est eux, je suis telle chose, je suis telle personne, je suis comme ça, je réponds comme ça. Souvent, c'est cette modalité de réponse qui est mise en avant. Alors que les femmes sont socialisées, pour plein de raisons, à répondre à « j'entends en fait ce dont l'autre a besoin et je vais essayer de répondre à ce qu'il veut ». Et ça... Je simplifie, parce qu'on n'a pas le temps, mais ça crée des malentendus monumentaux, parce qu'en fait, quand on parle de responsabilité et d'irresponsabilité, on ne parle pas de la même chose, en fait. Et souvent, dans les discours masculins que j'ai entendus, et ça se voit, je ne vais pas rentrer dans les questions de la paternité aujourd'hui, parce que c'est une autre conférence, mais en tout cas, dans le discours masculin que j'ai écouté dans mes différents travaux, la question de la responsabilité et de la réponse de soi, c'était la question des moyens que j'ai. Qu'est-ce que j'ai comme moyen pour répondre? Et souvent, ces moyens sont conçus dans les représentations masculines comme des moyens financiers ou matériels, ou comme des moyens liés à la question du travail. Ce qui pose un véritable problème, parce que ce que j'ai pu constater, c'est que en situation de précarité ou de précariat, c'est-à-dire de précarité institutionnalisée et récurrente, ou en situation de chômage, on se retrouve avec des individus qui sont dans des systèmes de double disqualification. Ils sont à la fois, ils se sentent, c'est ce qu'ils expriment, à la fois disqualifiés en tant qu'hommes parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'assurer ce qu'ils estiment devoir être assuré, et ils sont en même temps disqualifiés en tant que personne qui n'a pas finalement une utilité sociale ou une représentation sociale suffisamment valorisante. Ce mécanisme de double disqualification, je le trouve extrêmement problématique parce qu'il a un effet qui est très retors, c'est et ça m'a vraiment frappé dans mon travail, j'étais surprise, parce que dans le contexte de domination masculine, on pourrait penser que c'est pas ça, mais en fait ça conduit à une espèce les individus ont une espèce de mécanisme d'invisibilisation de leurs compétences, de ce qu'ils savent faire et de ce qu'ils ont déjà fait. Moi j'étais très frappée de rencontrer des hommes qui avaient occupé plein de petits boulots dans différents secteurs. Et en fait, moi, quand j'écoute ce qu'ils me disent, j'étais dans les espaces verts, j'étais dans le bâtiment, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je me dis, ok, donc en fait, tu sais faire plein de trucs. Et quand je dis à la personne, mais c'est super, vous savez faire plein de choses, il me dit, mais non, j'ai pas de diplôme, j'ai pas réussi à garder un emploi, je sais rien faire. Et moi, je me dis, et je peux pas m'occuper de mes enfants comme il faut, parce que finalement, je sais rien faire. Et on arrive, et évidemment, j'ai pas l'argent, enfin, vous voyez déjà. Donc, on arrive en fait à un problème de double disqualification qui cause en fait un certain nombre de souffrances et qui sont, pour des raisons que je vais expliquer tout à l'heure, difficiles à faire ressortir. Donc, gardons à l'esprit cette idée de l'irresponsabilité. Finalement, ça se discute d'une certaine façon. Quel est notre stéréotype que j'ai souvent entendu? Alors, il est irresponsable, il est toujours dehors. L'homme antillais, il n'est jamais à la maison, il est toujours dehors, il est toujours avec les copains. Ça c'est une vraie question. C'est une vraie question parce que
ça pose la question de ça soulève le problème de la socialisation masculine et comment elle se fait. La socialisation, c'est l'ensemble des influences qui vous conduisent à grandir et devenir ce que vous êtes et qui vous permettent de fonctionner dans la société. L'une des modalités de socialisation masculine aux Antilles, et ce n'est pas propre aux Antilles, on trouve cette modalité-là dans l'ensemble de la Caraïbe qui a connu la matrice coloniale, c'est la socialisation par les pairs, P-A-I-R-S. C'est-à-dire que l'un des modes d'éducation et l'un des modes de sociabilité, de relation que l'on noue, c'est la relation avec les autres hommes qui est centrale dans la manière dont les hommes construisent leur masculinité. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont toujours dehors, parce que cette relation, elle prend place à l'extérieur, en raison notamment d'un principe de socialisation qui s'appelle la réputation, mais ce n'est pas le seul. Hein. C'est l'idée qu'on apprend les choses en dehors. Mais pourquoi on apprend les choses aussi en dehors? C'est parce qu'on est éduqué à une conception de la liberté qui n'est pas la même que celle auquel les femmes sont éduquées. La conception de la liberté que j'ai repérée dans la plupart des discours que j'ai rencontrés, et d'ailleurs que j'ai repéré aussi chez beaucoup de femmes qui me disent « Oui, mais les hommes, ils sont libres de faire ça, ils sont libres d'aller et venir, ils sont libres de sortir, ils peuvent sortir, et notamment chez les jeunes femmes, ils peuvent sortir plus facilement, etc. Ils peuvent rester dehors super tard, ils peuvent rester sous l'abribus, sur la place, enfin je sais pas quoi, la station d'essence, enfin tous les lieux de socialisation masculine que l'on rencontre. Et en fait, c'est l'idée qu'il y a une plus grande liberté. Alors, c'est pas qu'il y a une plus grande liberté, mais que ce n'est pas la même liberté. C'est-à-dire qu'on n'est pas socialisé en fonction du sexe et en fonction des milieux familiaux à la même liberté. La liberté principale qui apparaît dans les socialisations masculines que j'ai rencontrées, c'est ce qu'on appelle la liberté négative. C'est la liberté de l'absence de contraintes. La liberté que l'on rencontre plus souvent chez les femmes, c'est la liberté positive. C'est la liberté du contrôle de soi. C'est-à-dire, j'explique. Est-ce que vous me suivez? Oui, ça va, parce que moi je suis à fond, je peux continuer comme ça longtemps. Je vous explique parce que c'est vraiment intéressant. C'est subtil, mais c'est intéressant. La liberté négative, c'est l'idée de tu ne vas pas m'empêcher de faire ce que je veux. Ça ressemble beaucoup, et je m'en suis rendu compte en fait, comment je m'en suis rendu compte que c'était ça? C'est parce qu'en fait, quand j'ai travaillé sur les questions de violence, j'ai noté, dans les violences conjugales, j'ai noté que l'une des premières choses que disaient les femmes victimes de violence, c'est que à partir du moment où elles commencent à demander au conjoint « mais où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu sors? Qu'est-ce que tu vas faire ?» En fait, on a une possibilité de déclenchement de violence. Je me suis demandé ce que ça signifiait, en dehors de la domination et tout ça. J'ai écrit sur la violence conjugale comme étant un système totalitaire, donc j'ai une pensée très radicale sur cette question-là. C'est pas de ça que je parle aujourd'hui. Mais par contre, ce que ça m'a permis de comprendre, c'est qu'à partir du moment où l'individu se sent contraint dans sa façon de se déplacer par le contrôle, il considère aussi que c'est une atteinte en fait à sa liberté, c'est une atteinte à sa masculinité. C'est l'une des raisons pour lesquelles ces interactions, qui sont tout à fait légitimes, cela dit en passant, génèrent des réactions violentes chez certains hommes. Parce que cette conception de la liberté-là, de je fais ce que je veux, comme je veux, quand j'ai envie de le faire, et surtout je sors quand je veux, c'est associé à la masculinité. Pourquoi? Parce que celle-ci se construit beaucoup à l'extérieur avec les pairs. Donc il y a un mécanisme là qui est relativement subtil et c'est pas pour rien donc du coup qu'on a ce côté toujours avec les copains etc. Mais ça a un coût. Pourquoi? Parce que la socialisation avec les pairs, elle est comment je vais vous dire ça bien. En fait c'est pas facile. Ça a l'air facile comme ça d'être avec les copains, les soldats, les mafias, ce qu'on veut là. Avec toute la quantité de dénominations qu'il y a pour désigner les fraternités, j'ai envie de dire, masculines, ça a l'air facile, mais en fait, c'est pas facile. Parce que ce sont des lieux de rivalité larvée, parfois, ou parfois explicite. Ce sont des lieux de comparaison, ce sont des lieux de hiérarchisation. Et ce sont des lieux dans lesquels il y a quand même, à un moment donné, une obligation de maintenir ce que j'appelle l'ordre public des apparences masculines. Il y a une police de comment on se comporte comme un homme. Il y a une police de comment j'exprime mes émotions, surtout les émotions douloureuses, en tant qu'homme. Il y a tout un tas, il y a ce qu'on appelle, j'aime beaucoup cette expression-là de la sociologue Annick Madec, la guérilla du rire. Moi j'aime beaucoup cette expression. La guérilla du rire, c'est l'idée que quand tu ne te comportes pas exactement comme il faut se comporter, parce que tu es trop ci, tu es trop ça, on va rire. On va se moquer de toi. On va dire, ça peut ne pas être méchant, ça peut être très bienveillant, puisque si on est entre amis, mais des fois ça peut être très dur.
La guérilla du riz, ça te pose des petits jalons pour te rappeler, attention, ça tu ne peux pas faire ça en tant qu'homme. Tu ne peux pas agir de telle manière. Tu ne peux pas montrer ta vulnérabilité ou ton intime trop douloureux, trop facilement. Il faut quand même contrôler ça. Pourquoi il faut le contrôler? Parce qu'en quelque part, je vais dire un truc très grave, mais c'est que ça déteint. Ça a l'air bête, hein? Mais la vulnérabilité, c'est comme une tache d'encre dans une eau claire. Ça déteint. Ça déteint, c'est-à-dire que d'autres hommes, et ça je l'ai entendu dans les discours, enfin je l'ai compris grâce aux discours que j'ai entendus, ne sont pas à l'aise avec cette vulnérabilité ou la souffrance masculine quand elle se montre, sauf dans certains cadres, parce que, en quelque part, parfois ça les questionne eux-mêmes. Et ils n'ont pas toujours envie de se questionner. L'accès à l'intime en soi est très difficile parfois dans les socialisations que j'ai rencontrées, et l'une des particularités, c'est que l'accès à l'intime en soi, ouvrir l'intime en soi, souvent ça passe par une femme en fait. Ça passe par une femme, ça peut être une mère, c'est une conjointe, c'est une amie, c'est une sœur, c'est une collègue qui va dire à un moment donné, mais t'es sûr que ça va, il y a quelque chose qui ne va pas, tu veux pas voir quelqu'un, tu veux pas parler à quelqu'un, tu as vu le médecin. Ce genre d'attention-là, souvent, ça me conduit à dire que très souvent dans les masculinités antillaises, les femmes sont des gatekeepers de l'intimité. C'est comme des gardiennes de porte. Et c'est elles qui, à un moment donné, c'est pas qu'elles donnent l'autorisation, c'est que ce sont elles qui incitent l'individu à ouvrir les portes de l'intimité, et notamment l'intimité qui fait mal. Et ça, c'est pas facile, en fait. C'est pas facile pour les hommes, parce qu'il y a la question de la domination aussi, à laquelle il ne faut pas renoncer. Il y a une chose qui me paraît très importante et que je veux absolument dire, parce que c'est un axe de mon travail auquel je suis très attachée. Moi, je pense qu'on ne peut pas penser les masculinités, ni les féminités, ni toute autre désignation, on ne peut pas les penser en dehors de la question de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est très important. Qu'est-ce que c'est que la reconnaissance? La reconnaissance, ce n'est pas la gratitude. La gratitude est une émanation de la reconnaissance. La gratitude, c'est le fait de dire merci. La reconnaissance, c'est sociologiquement, parce que je rappelle que je parle en tant que sociologue, je ne parle pas en tant que psychologue ni en tant qu'historienne, je suis une sociologue. Sociologiquement, la reconnaissance, c'est le sentiment de sa propre valeur. C'est ça. Reconnaître quelqu'un, c'est lui reconnaître sa valeur. Se sentir reconnu, c'est sentir que l'on a de la valeur. La contrepartie de la reconnaissance, enfin le versant de la reconnaissance, c'est le mépris. Ce que nous utilisons, on utilise beaucoup ce mot chez nous dans nos sociétés, le mépris. D'ailleurs, il y a une expression créole qui dit ça, quand on vous a donné un mépris. Cette expression, du point de vue sociologique, le mépris, c'est le refus de la reconnaissance. C'est transformer la personne, alors je ne veux pas dire en une chose parce que c'est plus fort que ça, c'est réifier la personne, c'est lui retirer sa valeur. Eh bien ça, il faut garder ça à l'esprit. Les socialisations et toutes les relations, et c'est mon sentiment, sont traversées par ces deux axes-là, la reconnaissance et la valeur. Et la reconnaissance, comment l'acquiert-on? On l'acquiert dans la sphère primaire, la famille, les amis, le sentiment de ce qu'on appelle la sphère de l'amour. Le sentiment de reconnaissance et d'avoir de la valeur, on l'acquiert dès le départ. Si on ne l'a pas dès le départ, c'est problématique. On est supposé l'avoir, notamment dans l'État-nation français, on est supposé l'avoir dans la deuxième sphère qui est la sphère juridico-politique. Je vous rappelle, et je n'ai pas besoin d'insister sur ça, que s'il y a une sphère dans laquelle nous n'avons pas eu la reconnaissance, c'est-à-dire la question de la valeur, nous ne l'avons pas eue, c'est bien la sphère juridico-politique, puisque les sociétés antillaises sont basées sur justement une défaillance, voire un mépris, une réification dès le départ dans la première sphère. Donc il y a une ligne en fait de tension là qui a été comblée avec plus ou moins de bonheur et plus ou moins de difficultés, beaucoup de difficultés d'ailleurs, plus de difficultés que de bonheur, mais il y a une ligne de tension qui est à mon avis quelque part toujours là. Le sentiment d'injustice que l'on peut percevoir dans de nombreuses revendications et qui ressort à la faveur de mouvements sociaux, je reste persuadée qu'il tire sa source de là, et il tire sa source d'un sentiment de non-reconnaissance toujours visible dans cette sphère-là, mais c'est un autre débat. La troisième sphère, c'est la sphère de l'estime sociale, c'est la sphère que l'on a quand on travaille, on appartient à la société, on est dans une association, on fait des choses, on se sent utile, on se sent reconnu. Eh bien, ma question, c'est que très souvent, les individus cherchent la reconnaissance dans ces différentes sphères-là. Que ce n'est pas facile à trouver parce qu'on la trouve en fonction de sa position sociale, de comment on se présente physiquement, des avantages sociaux que l'on a dans une société qui reste comme par endroits assez coloriste,
des capitaux économiques que l'on a pour évoluer, de plein de choses dans une société capitaliste. Il y a plein de choses qui font que ce sentiment de reconnaissance, il est compliqué à avoir. Alors où est-ce qu'on va le chercher? Eh bien, on va le chercher dans le sexe, pas seulement, mais c'est un endroit, c'est une place, c'est un espace comme un autre. La sexualité est un espace comme un autre où on peut essayer de trouver cette reconnaissance-là. L'amour est un lieu de reconnaissance également, mais c'est un lieu de reconnaissance qui est perçu, et ça je m'en suis rendu compte pas dans les enquêtes, qui est perçu comme étant très risqué et très dangereux. La sphère de l'amour est plus risquée d'ailleurs pour les individus que j'ai rencontrés, et souvent pour les hommes, c'est aussi le cas pour les femmes, mais pas mal pour les hommes, est plus risquée que la sphère de la sexualité. Parce que la quête de reconnaissance, elle n'est pas tout à fait la même. Dans la sphère de l'amour, le sentiment amoureux, la relation amoureuse expose à une forme de vulnérabilité émotionnelle qui a un coût et qui demande aussi un renoncement à certains attributs de la masculinité. Et ça, c'est très difficile à faire si par ailleurs on n'est pas sécurisé dans d'autres sphères. C'est compliqué, ça demande un travail qui est important. Et la sphère de la sexualité, c'est différent parce qu'en quelque part, et je parle là de la sphère de la sexualité hétérosexuelle, même si mon approche n'est pas du tout hétéronormative, mais là je ne vais pas parler des populations LGBTQIA+, parce que c'est pas, là j'ai fait choisir un angle, mais on peut en parler dans le débat. Mais en même temps, je vous dis ça, mais non, en fait, parce que les caractéristiques principales que je vous décris là, je les ai rencontrées dans quelle que soit l'orientation sexuelle. Ça transcende en fait l'orientation sexuelle. Je vais revenir en conclusion après sur ça. Donc ce que je veux vous dire, c'est que la sphère de la sexualité et son pluripartenariat, sa multiplication de partenaires, finalement c'est un espace qui comporte des risques objectifs. Il y a des risques objectifs, par exemple, de transmission d'IST, etc., de santé en fait aussi. Il y a des vrais risques. Eh bien, elle est perçue comme moins dangereuse. Pourquoi est-elle perçue comme moins dangereuse? Parce que il y a une certaine conception du désir qui traverse les relations. Ce n'est pas propre aux hommes, on retrouve aussi beaucoup cela chez les femmes. Et c'est l'idée que le désir sexuel, il est la manifestation d'un lien d'élection irrépressible. Le désir sexuel est présenté comme étant irrésistible. Je ne peux pas résister, c'est super chaud, il faut y aller en fait. Mais à quoi ça sert de se dire ça? Ça sert à se dire ça, ça sert à se dire que je vais être choisi, quelles que soient les conditions de respectabilité que le partenaire ou la partenaire veut avoir, quel que soit le contexte, je suis choisi. C'est pour ça qu'en fait c'est compliqué de gérer les autres hommes dans la vie des partenaires. Parce que ça relativise le lien d'élection notamment. Et pourquoi ce lien d'élection est-il si fort? C'est parce que la sexualité est un espace de reconnaissance qui est perçu comme étant valide. La sphère de l'amour est aussi un espace de reconnaissance qui paraît plus nourrissant, mais qui est trop dangereux en fait, par certains endroits. Et du coup, eh bien, on a en plus de ça tout un tas de mécanismes de domination, de difficultés aussi à reconnaître l'autre. Le pluripartenariat a cette particularité qui ne permet pas toujours aux individus, qui n'ont pas toujours le temps en fait en réalité, de reconnaître la valeur de la personne avec qui ils ont eu des relations ou qu'ils sont. Il y a une espèce de, il peut y avoir des fois des mécanismes de consommation où on n'a pas le temps de donner à l'autre véritablement sa reconnaissance et de lui attribuer la valeur. Mais c'est délicat en fait de demander aux gens de vous reconnaître si vous ne les reconnaissez pas. Ça c'est la grande tension en fait dans les masculinités que j'ai rencontrées. C'est cette quête de reconnaissance, mais cette difficulté en même temps à la donner à l'autre. Parce qu'en fait, et en même temps je vous dis ça, mais quand je vous le dis, je me rends compte à quel point c'est logique. Parce qu'on donne difficilement ce dont on manque le plus en fait. Moi je pense que c'est un peu, il y a un peu de ça. Et du coup, comment peut-on s'en sortir? Alors moi j'ai pas de solution, hein, parce que bon, je dis toujours un sociologue n'a jamais de solution, il n'a que des explorations, des pistes encore avec beaucoup de précautions. Hein. Mais par contre, en revanche, ce que je me dis souvent, c'est que il faut répondre avec. Pas de, pas à, pas devant, mais avec. Il faut répondre avec l'autre et il faut répondre avec ce que l'on est. Et répondre avec ce que l'on est, c'est répondre avec ce qui ne va pas, répondre avec ce qui va, répondre avec ses qualités, ses défauts, ses défaillances, ses lacunes, il faut les accepter. Donc il faut répondre avec. Et puis, il faut comprendre aussi que les identités de genre
sont marquées aussi par la colonialité du genre, c'est-à-dire une certaine représentation de ce que c'est que le genre. Et il faut aussi en quelque part comprendre que les identités sont assez fluides, et plus fluides qu'on ne le pense, accepter qu'elles le sont, et surtout se dire que, une chose qui me paraît très importante, et je vous le dis parce que je l'ai vraiment observé, plus on est attaché à une certaine représentation de ce qu'est un homme, de ce qu'est une femme, de ce qu'est la masculinité, la féminité, tout ce qu'on veut, plus on y est attaché, plus on s'expose à la violence. Plus on s'expose à la commettre, parce qu'on se sent plus rapidement remis en cause pour différentes raisons et qu'on est attaché à des fondements qui finalement ne sont pas si fondamentaux, plus on s'expose également parfois à en être victime, parce que là aussi, on est attaché à des fondements qui ne sont pas nécessairement essentiels pour évoluer. Donc il faut penser, s'il faut penser de manière décoloniale, je pense qu'il faut penser à ça. Il faut se questionner tout le temps sur ce qu'on fait et ce que l'on est. Il faut se questionner aussi quand on transmet un certain nombre de valeurs aux enfants. Alors après, je ne vous ai pas parlé d'influence de plein de choses, la socialisation secondaire, la religion, le ci, le ça, enfin bref. Mais voilà, mon idée, c'est que finalement, pour essayer de penser les masculinités, mais je pense que cette réflexion peut être aussi faite pour les femmes sous d'autres angles et avec d'autres aspects, on peut en parler dans le débat, il faut se questionner tout le temps. Et c'est pas facile, hein, mais il faut essayer quand même. Voilà.